Alors bonsoir tout le monde, très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du Wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir ma chère amie Tsipora Eman. Bonsoir Tsipora. Bonsoir Yardena, bonsoir tout le monde. Très heureuse de te recevoir ce soir. C'est pas Merci. la première fois, c'est la deuxième. Tu es un membre actif de notre association. Mhm. Et tu as beaucoup aidé depuis le 7 octobre. Vraiment, ton investissement a été remarquable. Merci, Tsipora. Et ce soir, tu vas nous parler sur la mère face aux défis éducatifs. Tsipora, tu es psychologue clinicienne. Tu es spécialisée pour l'enfant, l'adolescent, même l'adulte. Donc déjà, merci d'être là et je te donne la parole. Merci, Tsipora. Merci à toi, merci à toute l'équipe aussi à Wellness pour la confiance que vous m'accordez. Oui, ma pratique, voilà, pour dire deux mots, je pratique en libéral avec une spécialité enfant, ado et parentalité. Je suis formée aussi à la guidance parentale. J'ai fait beaucoup de cliniques institutionnelles aussi, de la petite enfance au lycée, finalement, tous les âges des enfants. Je le dis maintenant, mais Yardena, si tu veux l'écrire après pour me joindre, s'il y a des questions, ou ça peut être par mail, essentiellement, avec mon prénom et mon nom tout attaché à gmail.com. C'est Tsipora Eman à gmail.com. Voilà. Donc oui, ce soir, on va essayer de parler de la mère face aux défis éducatifs. Alors, tu m'as donné un sacré défi toi-même pour parler de ça. Voilà, donc parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire et on va essayer, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez concis, même si je pense que voilà, il y a sûrement des points qui vaudront la peine d'être vus dans d'autres conférences éventuellement, pour poursuivre un peu ce qu'on aura vu aujourd'hui. J'ai l'impression, en tout cas, que la ligne par rapport aux autres interventions que j'ai entendues depuis le début de l'année, que la ligne c'était beaucoup autour de la charge mentale. Euh, voilà, beaucoup autour de la charge mentale, autour voilà, de tout ce qui devient trop pour la mère. Alors, je vais pas parler que de ça parce que je vais essayer de pas trop faire de redites. Et puis, on a eu des interventions superbes et voilà, de qualité. Donc, on remercie encore tout le monde. Et donc, voilà. Donc, je me lance. Donc la mer, bah déjà pourquoi est-ce qu'on a fixé pourquoi on a zoomé sur la mer ce soir et pas sur les parents face aux défis éducatifs? Bah déjà parce que je crois qu'on est une assemblée de femmes essentiellement, voilà. Et puis aussi la mère c'est celle qui est donneuse de vie au sens large. Elle s'occupe de la naissance physique. Euh, et c'est pas seulement la naissance physique, c'est aussi elle s'occupe du versant émotionnel. Ça veut dire elle transmet aussi tout ce qui est autour de l'émotion, de l'affectif justement, de l'éducatif. Elle permet à l'enfant finalement d'être au monde dans une dimension adaptative. C'est-à-dire l'éducation aussi, c'est ça, c'est de permettre à l'enfant de s'adapter au monde. Et c'est finalement une accompagnatrice de vie avec une volonté d'élever, éduquer, élever un enfant, c'est finalement le faire grandir. Et dans tous les sens. Donc faire grandir un enfant physiquement, mais pas seulement. C'est la volonté de faire de ces enfants des grands hommes et des grandes dames. Euh, mais quel sens on met justement derrière devenir un grand homme ou une grande dame? On a chacun finalement notre définition derrière ça. On a chacun un sens différent sur l'idée de ce que c'est
que d'élever son enfant pour qu'il devienne un grand homme ou une grande dame. Et ce qu'on met derrière ça, ça dépend aussi de nos valeurs et de nos priorités. Donc je reviendrai aussi là-dessus. C'est pourquoi il y a une dimension consciente de l'éducation. C'est-à-dire ça, c'est quand je veux, on dit un enfant bien éduqué, un enfant bien élevé. Ça, c'est quand volontairement on lui a donné une certaine éducation pour qu'il devienne quelqu'un d'adapté dans la société ou quelqu'un de bien. Et il y a toute la dimension inconsciente aussi de l'éducation. Ça veut dire bah, tout ce qui passe malgré nous. Voilà, ce qu'on ne maîtrise pas et qui passe et qui fait que l'enfant va être éduqué aussi de ce que l'on est et pas seulement de ce que l'on fait avec lui ou de lui. Donc voilà pourquoi des raisons pour lesquelles on a mis l'accent sur la mère. L'accent sur la mère aussi, c'est le fait qu'éduquer un enfant, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est un sacerdoce, c'est un sacrifice, c'est un don de soi, c'est un travail en conscience. Et ça demande finalement un investissement. Et je reviendrai là-dessus, même si on travaille beaucoup sur la charge mentale et sur comment faire pour que ça pèse moins à la femme, finalement. On ne peut pas se mentir que, quoi qu'il arrive, si on veut bien éduquer un enfant, si on veut que son enfant devienne un grand homme ou une grande dame, eh ben, c'est un investissement. C'est pas gratuit. Voilà. Et ça demande du travail. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que quand on regarde les chiffres, en fait, 91% des femmes qui ne veulent pas d'enfants, la première raison finalement, c'est pour des raisons d'épanouissement personnel. Parce qu'elles ont l'impression que si elles ont des enfants, bah, elles vont perdre en qualité d'épanouissement personnel. Voilà. Et parce que derrière, la femme, elle sait très bien que il va y avoir peut-être une idée de sacrifice de soi derrière. Il y a aussi pas mal, voilà, par rapport à l'épanouissement personnel, on entend beaucoup, alors peut-être plus chez nous que dans d'autres lieux, on entend beaucoup que la maternité, c'est un épanouissement, que la naissance, c'est un émerveillement. Mais c'est peut-être c'est sûrement, et dans nos pratiques, on le voit tous les jours, c'est sûrement à modérer. Voilà, c'est pas pour tout le monde. Ça dépend aussi à quel moment de la maternité. On n'est pas la même mère selon nos différents moments de vie. Voilà, chaque femme, eh ben, elle est différente dans sa maternité, et pas seulement dans sa maternité à elle-même, mais dans différents moments de vie. C'est même pas identique pour chaque enfant. C'est-à-dire, avec chaque enfant, on peut avoir son histoire personnelle de la maternité. On revient aussi sur l'idée reçue ben, que le lien à l'enfant, que l'instinct maternel, ben, c'est pas inné. C'est quelque chose qui se construit. Et parfois, bah, tous les matériaux de la construction, ils sont pas présents. Ça se met pas en place tout de suite. Il peut y avoir du ciment en rupture de stock ou un outil manquant qui fait que la construction du lien, bah, elle n'est pas automatique. Voilà. Il y a des événements passés ou anciens ou présents de notre vie bah, qui viennent entraver ce processus en fait. Et voilà, des drames, des traumas, des maladies, une immense fatigue, un accouchement qui se passe mal. Et bah, hop, il y a quelque chose qui s'enclenche pas, qui se passe mal et qui peut durer dans le temps. Voilà. Pour revenir aussi sur l'idée, bah, pourquoi les femmes aujourd'hui aussi, pourquoi la mère face aux défis éducatifs, bah, quand on regarde les chiffres à nouveau, il y a 63% des femmes qui trouvent que l'éducation des enfants, c'est quelque chose de difficile. Voilà, 63% des femmes contre 45% des hommes. Donc les femmes, pour eux, la charge éducative est une charge plus importante. Bah, finalement, la femme, quand on regarde les chiffres encore à nouveau, la femme, bah, c'est celle qui reste, qui porte la plus grande charge du ménage.
Par exemple, quand on regarde le temps de partage des tâches ménagères hommes-femmes, ben, on se rend compte que les femmes, elles passent 3 heures et demie par jour à s'occuper des tâches voilà, multiples et variées, la cuisine, les courses, les enfants, le linge, alors que l'homme, il passe seulement 2 heures. Et encore, je pense qu'on peut avoir un écart encore plus important selon les cultures et selon, voilà, où est-ce qu'on... Voilà. Et quand on passe des tâches auprès des enfants, l'écart, il est encore plus important. C'est-à-dire du temps passé avec les enfants, par exemple à faire les devoirs, on verra après qu'est-ce qu'il y a dans la charge éducative, on passe du simple au double dans la différence homme-femme. Voilà. Alors, bah, quand on parle en fait du rôle éducatif, ben, il n'y a pas seulement que le rôle éducatif chez la femme. Il y a plusieurs pôles de charge en fait. Il y a les tâches ménagères, professionnelles. Il peut y avoir aussi des femmes qui sont soutien financier, qui gagnent plus que les hommes, ou en tout cas pendant un temps. Et on devient à ce moment-là, la femme, elle devient multicharge. Et, et c'est la fameuse pieuvre à 10 bras, où on voit les femmes dessiner avec dans chaque bras une des tâches à exécuter. Et donc, bah, c'est pour ça qu'il y a le risque de l'épuisement derrière. Et on en reparlera après. Mais c'est du boulot. Voilà, comme je vous ai dit au début, on va pas se mentir, c'est du boulot. Donc de réfléchir à l'éducation quand on a déjà toutes ces charges, j'ai envie de dire, c'est presque un luxe. Voilà, de prendre le temps de se poser pour penser à l'éducation de son enfant. Parce que l'éducation, elle comprend finalement, ben, il faut répondre aux besoins primaires, encore plus quand ils sont petits, matériel, affectif de l'enfant en développement. Ça peut être le soutien à la scolarité, les devoirs, des enfants qui sont plus ou moins autonomes face aux devoirs. C'est aussi l'éducation, et j'insisterai là-dessus aussi, c'est aussi la transmission de valeurs. Ça peut être, par exemple, vouloir que son enfant soit poli. Ça peut être des valeurs qu'on a, par exemple, nous, comme la religion, la culture. Et ça, c'est, je pense que de s'arrêter pour réfléchir aux valeurs qu'on veut transmettre, c'est pas rien. Et on n'a pas l'habitude de le faire. Et on n'a pas l'habitude de le faire. Bah finalement, l'éducation, quand on parle d'éducation, ça comprend quoi? Ouais. Donc je me suis amusée, moi j'ai farfouillé pour m'aider à réfléchir à la question, j'ai farfouillé sur la définition de l'autorité parentale sur le site de la République française. Voilà, pour avoir une définition juridique finalement et de savoir bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que notre République en dit de l'autorité parentale et on va voir comment on peut s'en inspirer, si ça se rapproche, si voilà, si nous-mêmes on est à la hauteur de ça ou pas. Alors, je vais vous lire la définition, on va réfléchir autour de ça. Alors, la définition, c'est les droits et devoirs des parents envers l'enfant mineur. Ces droits et devoirs peuvent être exercés dans l'intérêt de l'enfant. C'est pas qu'ils doivent, oui, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent être exercés dans l'intérêt de l'enfant. Les parents doivent le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité. Ils doivent également assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Pour exercer leurs fonctions, les parents ont un devoir de commandement et de surveillance sur l'enfant et ses biens. En contrepartie, l'enfant doit honorer et respecter ses parents à tout âge. Donc j'ai trouvé que cette définition, bah, ça vaut le coup d'aller voir, hein, parce que ça permet à nous-mêmes de se remettre les idées en place, même si on n'a pas forcément voilà, les mêmes valeurs et les mêmes... Mais j'ai trouvé cette définition intéressante quand même, parce qu'elle sert un peu de piqûre de rappel. Elle sert un peu de piqûre de rappel. Voilà, pour se demander, ben, finalement, qu'est-ce que ça veut dire protéger un enfant? Qu'est-ce que ça veut dire protéger un enfant? C'est seulement lui apprendre à se défendre de ses copains qui l'embêtent? C'est seulement
lui apprendre à traverser dans les clous. Je crois que protéger un enfant, c'est aussi lui apprendre à le protéger de lui-même, à des dangers finalement qui sont face à lui et dont on n'a pas toujours conscience. Ça veut dire que protéger un enfant, c'est pas seulement de l'extérieur. C'est pas seulement de ce qui va se passer en dehors de la maison ou à l'extérieur. Le danger, il peut venir aussi, il vient pas souvent, mais de plus en plus souvent, de la maison même. Je pense essentiellement à l'utilisation des téléphones portables. Quand il n'y a pas de filtre, de donner un téléphone portable à un enfant qui n'a pas un certain âge, qui n'est pas capable de se défendre lui-même, et ben finalement, on faillit face à ce devoir de protéger dans sa sécurité l'enfant. Protéger sa moralité aussi. Est-ce qu'on y fait attention? Est-ce qu'il s'agit seulement de mauvaise fréquentation quand on protège la moralité de l'enfant? Voilà, quand on le laisse surfer sur n'importe quelle application, sur n'importe quel site avec un ordinateur ou un téléphone, ben finalement on peut abîmer sa moralité aussi. Et on se rend pas toujours compte des incidences ben sur finalement on abîme sa capacité à devenir un grand homme ou une grande dame en répondant pas à ces critères. Le respect dû à sa personne aussi, ça m'a fait réagir. Finalement, est-ce qu'on prend garde à éviter les punitions injustifiées, à éviter le dénigrement, les humiliations? Est-ce qu'on protège son intimité? Voilà, c'est des choses qui méritent d'être revues pour se dire si finalement est-ce qu'on est dans la pratique de l'autorité parentale ou pas. Voilà, c'était une parenthèse, mais je trouvais ça intéressante de s'y attarder. Dans l'éducation, quand on parle d'éducation, ça commence très tôt, en fait, finalement, l'éducation. C'est déjà dès les premiers temps, on va appeler ça la première éducation. Et je voulais pas vous parler aussi, c'est cette capacité de passer finalement de la dépendance des premiers temps de vie à l'autonomie. C'est-à-dire qu'au début, ben, il y a une dépendance nécessaire du début de la vie hein, pour finalement assurer sa vie physique et affective, la vie physique et affective du nouveau-né. Et l'éduquer, ça va être finalement accompagner son enfant vers une vie de plus en plus autonome. Ça veut dire au début, ben, il y a une symbiose nécessaire, il y a une dépendance nécessaire, et finalement, on va alors lui, parce qu'il grandit, il devient plus autonome, mais nous aussi, on va le pousser à cette autonomie. Et ça, alors juste une nuance, autonomie, ça ne veut pas dire rupture de lien. D'accord? C'est pas parce qu'un enfant devient autonome que ça veut dire qu'il y a une cassure des liens avec ses parents. Au contraire, on a toujours besoin de ses parents. C'est juste que, pour vous donner un exemple, c'est l'encourager à faire seul au lieu de faire à sa place. Voilà, ça, c'est par exemple pousser un enfant vers l'autonomie. Ça veut dire lui dire, bah, peut-être tu peux aller chercher ton manteau tout seul au lieu que je le fasse à ta place. Peut-être tu peux, voilà, on peut avoir mille et un exemples. Mais c'est important de faire cette différence. Et finalement, alors je sais pas si on peut dire éduquer un enfant à l'autonomie, mais en tout cas l'accompagner vers l'autonomie, ben, il y a une nécessité de ne pas avoir peur de se séparer. Par exemple, ben, laisser son enfant partir, vivre des expériences solo. Le laisser partir en colo, aller dormir chez un copain. Voilà, c'est des choses que des fois, on n'ose pas. On n'ose pas faire parce que c'est difficile de se séparer. C'est aussi ne pas avoir peur de trop frustrer ou de frustrer tout court, pas trop, mais de frustrer. Par exemple, limiter les moments de plaisir, comme frustrer autour de la nourriture, autour des jeux, autour du téléphone, autour, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il faut réguler. Et la mère, elle peut avoir peur
de tout ça. C'est-à-dire, elle peut avoir peur de frustrer son enfant, elle peut avoir peur de se séparer de son enfant, elle peut avoir peur pour lui parce qu'elle l'a plus sous son regard. Mais c'est là qu'est le travail finalement. C'est là qu'est le travail, c'est que d'accepter qu'on puisse avoir peur, c'est-à-dire d'accepter d'avoir des émotions personnelles qui nous concernent, mais qu'on ne fait pas peser à son enfant. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas finalement entraver son processus d'élévation. Alors, on a tous des émotions et les émotions, elles sont normales. On pourrait faire un. Voilà, on a fait. Je pense que Wellness, on a fait des tonnes sur les émotions. Mais pour dire que c'est quelque chose de normal, de même salutaire, nécessaire, mais que là, la mère, finalement, dans l'accompagnement à l'autonomie, euh, finalement, elle doit pleurer dans son coin toute seule, avec son mari, bien sûr, ou avec sa sœur, ou avec sa copine, voilà. Mais finalement, de dire à son enfant, vas-y, vas-y, ose. Voilà. Ça comprend aussi d'aider son enfant à supporter la frustration, de l'accompagner à la frustration. Par exemple, je sais pas moi, à qui c'est pas arrivé que son enfant il aime pas un prof ou que ça se passe mal avec un prof, etc. Et de le trouver injuste ou voilà, où l'enfant fait face à un sentiment d'injustice important. Et frustrer, voilà, et frustrer son enfant à ce moment-là, c'est lui dire, ben, dans la vie, tu rencontreras toujours des profs que t'aimes pas, des adultes que t'aimes pas, des gens que t'aimes pas, et tu seras obligé de faire avec. Et tant qu'il te fait pas souffrir, voilà. C'est lui faire comprendre finalement bah, qu'il y a des choses dans la vie qui vont le frustrer et qui sera confronté à ce sentiment d'injustice. Voilà. Euh, la frustration, elle va, et on l'a de plus en plus quand on reçoit des parents, on l'a de plus en plus. Par exemple, des parents qui ont du mal à enlever la couche à leurs enfants. Alors oui, à leurs enfants. Parce qu'ils ont du mal à les frustrer d'enlever le confort de la couche pour les accompagner vers l'autonomie. Et on sait très bien que de pousser un enfant vers la propreté, ben, ça veut dire vider le pot, ça veut dire avoir des sous-vêtements qui se mouillent, ça veut dire avoir du sol mouillé à certains moments. Et là, la frustration, ben, finalement, elle est pour le parent et pour l'enfant. Et c'est une étape finalement qu'il faut supporter. Et finalement, c'est cette astreinte éducative qui est présente, mais finalement nécessaire, voilà, obligatoire. Et justement, pourquoi c'est si difficile de frustrer un enfant? Ben, je crois que c'est parce qu'on a peur de le brusquer, on a peur de lui faire mal, on a peur beaucoup de le traumatiser en fait, on a peur de le confronter au manque, on a peur qu'il manque de quelque chose, on a peur de le priver. On a peur, parce que ça, c'est voilà, c'est quelque chose de très répandu depuis des années, qui ne l'était pas, mais qui est très répandu, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire que pour le faire grandir, on doit répondre à ses besoins. C'est une idée qui a été très diffusée. Donc, on ne le frustre pas parce que sinon, on ne respecte pas ses besoins. On ne répond pas à ses besoins. Et derrière tout ça, il y a aussi, je crois, la peur de perdre l'amour de l'enfant. Ça veut dire que l'enfant, ben, finalement, c'est un fantasme du parent, hein, c'est de croire que en répondant pas à ses besoins comme il croit ou en le privant, en le traumatisant, ça c'est les grands mots aussi, ben, derrière il y a cette crainte. Et je crois qu'il faut faire la différence en fait entre le besoin de répondre aux besoins adaptés de l'enfant et de répondre à ses volontés. C'est répondre aux besoins de l'enfant, ça ne veut pas dire répondre à ses volontés. Et c'est important de faire cette différence. Voilà. Par rapport aux techniques éducatives, alors ça, Yardena, je pourrais faire un zoom que là-dessus, sur les techniques éducatives, mais là, j'ai pas le temps de les développer beaucoup. Je vais en parler un petit peu, mais
voilà, on reviendra peut-être là-dessus. On a beaucoup parlé de l'éducation positive. Voilà, ça a beaucoup fait débat ces dernières années. Donc finalement, voilà, quand on revient en arrière, ce qui était à la mode et puis s'est remis un peu en question, c'est de développer cette éducation positive. Alors déjà le terme, voilà, il dérange un peu parce que tous les parents en général essayent d'apporter, en tout cas de donner une bonne éducation ou une éducation bienveillante. Et ce qui a, voilà, en fait, c'est une technique, c'est surtout une méthode. Et qui dit méthode, ça veut dire qu'il faut répondre à des critères bien précis. Ça veut dire, c'est comme si on donnait un mode d'emploi des réactions des parents ou des façons de faire aux parents, et ça oblige, finalement, ça apporte de la contrainte supplémentaire et aussi de la culpabilité aux parents qui suivraient pas exactement le mode d'emploi de l'éducation positive. Donc c'est une technique, vous pouvez aller voir hein, sur Internet, mais qui met l'accent sur l'écoute, sur pas de cris, pas de réprimande, on parle de tout, on prend le temps d'expliquer les choses aux enfants et c'est aussi il faut rester calme et disponible en toute occasion, en toute circonstance. Donc ça, c'est voilà, c'est ce qui s'est développé, on va dire, les 20 dernières années. Mais il y a un courant qui, voilà, qui vient un peu dire, ouais, vous êtes bien mignon avec tout ça, mais c'est un peu hors réalité, quoi. Quand vous vivez avec des enfants, quand vous avez une famille, vous vous rendez compte que finalement votre truc, il est impossible à faire, puis c'est en décalage avec la réalité. Moi, des fois, je m'énerve, bah, je m'énerve, des fois, je crie, je crie. Et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est que dans les techniques d'éducation positive, ben, finalement, on respecte pas les émotions. Alors, on nous dit qu'il faut respecter énormément les émotions des enfants, mais on oublie tout le versant parental. C'est comme si on mettait de côté les propres émotions des parents. Et ça, c'est un souci. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, il y a tout un courant qui se révolte un peu contre ça. Et je trouve qu'il y a un bon équilibre avec ce qu'on appelle finalement l'éducation de fermeté bienveillante. Ça veut dire qu'il met, alors bienveillante encore une fois, c'est rare les éducations qui sont pas bienveillantes, heureusement. Donc tout parent a envie a priori d'être bienveillant. Et là finalement c'est l'équilibre qui se met en place avec les deux termes qui sont fermeté et bienveillance. En fait c'est l'idée que ben, l'enfant il doit intégrer un cadre. Ça intègre aussi dans cette idée l'idée du cadre, que l'enfant a besoin de guidance, d'un système de récompense-punition. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas confondre la fermeté, qui est le fait de tenir face à un enfant qui nous mettrait en difficulté, et le terme d'autorité. L'autorité, ça sous-entend un rapport de force, alors que la fermeté, non. Voilà, l'autorité, quelqu'un qui cherche à être autoritaire, bah, c'est quelqu'un qui est prêt à utiliser le rapport de force pour se faire entendre. Exemple, c'est comme ça, c'est pas autrement, t'as pas le choix, tu m'écoutes. Voilà. Alors que la fermeté, elle peut se faire en douceur. Elle n'est pas obligée d'être dans la force. Et ça, c'est ça qui est intéressant dans cette technique. Voilà, c'est une technique aussi qui met beaucoup en avant. Alors, c'est pas une technique parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi dans la fermeté bienveillante, c'est vraiment plus des idées, ou en tout cas voilà, pour aider à avoir une certaine posture. Mais il n'y a pas de mode d'emploi. Ça met aussi beaucoup l'accent sur la cohérence, la cohésion éducative. Euh, voilà, chacun a des valeurs qui tiennent à cœur de transmettre à ses enfants et elles sont beaucoup plus faciles à transmettre finalement quand il y a de la cohérence.
de la cohésion, donc je vais essayer de définir ce que ça veut dire. Il y en a même qui parlent de congruence. La cohérence, finalement, c'est ce que je dis, je le fais. Voilà, c'est-à-dire en éducation. Si je te dis que si tu rentres encore tard ce soir, la prochaine fois, tu sors pas. La prochaine fois, tu es privé de sortie. C'est-à-dire si tu respectes pas les horaires et que finalement tu rentres quand même tard, la prochaine fois, tu seras privé de sortie. Et cette condition que je mets là, je la respecte, je la fais. C'est-à-dire, c'est pas que je passe à l'as. Parce que si je passe à l'as, ça veut dire que ce que je dis, ça n'a pas de valeur, que ce que je dis, je le fais pas, et donc je peux continuer à tester. Ça, c'est la cohérence. La congruence, finalement, il y a une idée derrière d'authenticité. C'est-à-dire que le parent, il est pareil à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire, il y a pas de faire semblant, il n'y a pas faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Voilà. Et ça, l'enfant y est très sensible. C'est des choses dont l'enfant est sensible, que ce soit la cohérence, la congruence ou la cohésion. Et la cohésion, évidemment, c'est la cohésion dans l'équipe parentale. Alors, ça peut être une maman solo, ce qui est plus difficile quand c'est une maman solo, ça peut être un couple, mais ça peut être aussi de l'aide des grands-parents quand c'est nécessaire. Mais ça veut dire que finalement, on donne de la valeur à tous les adultes qui s'occupent de l'enfant et on appuie les décisions du partenaire. C'est-à-dire, on essaye de se mettre d'accord pour aller dans un sens. Il n'y a pas pire que des parents qui se disent, il y en a un qui est d'accord, l'autre qui est pas d'accord, et on se dispute devant l'enfant, et finalement, l'enfant, il trouve pas sa place, et il en profite surtout. Donc ça perd finalement de sa valeur éducative. Donc cohérence, congruence, cohésion. Et comme je vous ai dit, finalement, toutes ces techniques, elles permettent d'éduquer un enfant. Et d'éduquer un enfant, il y a une transmission de valeurs derrière. Et c'est pas des choses dont on a l'habitude de parler. Je crois c'est des choses dont on n'a même pas l'habitude de parler quand on rencontre son futur mari. Là, je parle du côté de la femme ce soir, mais ça pourrait être dans l'autre sens. Est-ce qu'on se pose et est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ton enfant? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce que pour toi, c'est important qu'il ait une bonne éducation scolaire? Est-ce que c'est important pour toi qu'on fasse attention à tel ou tel aspect de la religion? Et, et finalement, ces valeurs, elles donnent une direction éducative. Voilà, de faire le point sur ces valeurs, ça donne une direction éducative et c'est ça qui va vous aider finalement à tenir. Parce que ça va devenir des choses qui sont importantes pour vous et qui ne pourront pas dépasser. Parce que vous tiendrez parce que vous croyez à ça et c'est ce à quoi vous voulez les amener. Et c'est pour vous, alors je dis pas qu'il y a une valeur unique, une vérité unique, non, c'est votre valeur à vous. Elle peut être différente selon chaque personne. Mais c'est ça, transmettre, c'est ça, éduquer, c'est de mettre en avant finalement les valeurs qui nous sont chères. Donc ça vaut la peine sûrement de se poser de se poser 2 minutes et de se dire finalement qu'est-ce qu'on veut leur transmettre. Et surtout quand on a des enfants qui rentrent en opposition et qui nous bousculent, je vais en dire un mot juste après, et qui viennent un peu nous chambouler justement dans nos repères et où on ne sait plus qu'est-ce qui est important. On ne sait plus ce qui est important de leur dire, où est-ce qu'il faut mettre les limites, qu'est-ce qui est important pour eux, etc. Et c'est là que c'est important finalement de faire le point sur ce qu'on veut transmettre. Et finalement, un enfant qui s'oppose, c'est quoi un enfant qui s'oppose? C'est un enfant qui va pas dans la direction voulue.
qui va pas dans la direction voulue, dans celle qu'on espère pour lui, qu'on attend pour lui, et qui dit non, bah là, votre truc, ça m'intéresse pas, quoi. Ce que tu me proposes, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai envie d'aller dans l'autre sens. Ok, donc il remet en doute finalement notre système de valeurs. Et, et c'est aussi, il vient aussi nous provoquer parce que quand on veut transmettre, quand on veut éduquer, ben, on attend quelque chose de l'enfant. On attend quelque chose de lui. Ça veut dire on attend qu'il aille dans le même sens que nous. Et là, ben, il dit non. Non, toi tu vas à l'est, ben moi je vais à l'ouest. Donc il répond plus à notre attente. Et là, il y a une frustration immense chez le parent. Il y a une frustration immense qui est, mais, et ça on l'entend très souvent, après tout ce que j'ai fait pour lui, après tout ce que j'ai donné pour lui, après, mais regarde comme il me le rend, regarde comme il me le rend. Parce qu'on se pose dans la position du parent qui attend que l'enfant aille dans la même direction. Le truc, c'est que lui-même, il doit faire l'expérience de son propre système de valeurs. Il doit le découvrir. Et, euh, et des fois, il donne l'impression bah, qu'il n'est pas d'accord avec le nôtre. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste qu'il le met à l'épreuve pour après pouvoir se l'approprier. Voilà. Et, euh, et ça, c'est important de se rendre compte parce que rien n'est définitif. C'est pas parce qu'il y a un enfant qui va pas dans la même direction que vous à un moment que ça veut dire qu'il se réappropriera pas vos valeurs après par la suite. C'est juste à un moment où il vous dit bon là, j'ai pas envie de te suivre bêtement. J'ai besoin de faire mes propres expériences, de mettre à l'épreuve mes propres valeurs pour voir si je veux y adhérer. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on sent que l'enfant, ben, il va pas dans notre direction, il y a un sentiment d'ingratitude immense, il devient l'ennemi numéro un. Il devient l'ennemi numéro un parce que ben, finalement, il vous met en danger. Il vous met en danger, il vous perturbe. Et c'est à ce moment-là qu'un rapport de force peut s'installer, ou même du rejet de l'enfant. Donc là, je parle surtout des ados. Mais ça n'arrive pas qu'aux ados. Un enfant qui s'oppose, c'est pas seulement un adolescent. Ça peut arriver très tôt, voire très très tôt. Et c'est toujours assez surprenant, un petit enfant, un petit bébé qui paraît tout docile, dont on fait un peu, qui dépend tellement de nous, qui a tellement besoin de nous, et il est capable de s'opposer quand même, et ça peut arriver très tôt. Réfléchissez par exemple à votre nourrisson à qui vous proposez de la soupe. Et lui, il veut plus de votre soupe, il en a marre de votre soupe, il en a marre de manger mouliné, il veut manger comme tout le monde, il veut manger comme les adultes, il veut manger des morceaux. Et donc à ce moment-là, il ferme la bouche et il tourne la tête. Ou bah, il vous crache la soupe à la figure. Et ça, c'est une forme d'opposition. C'est une forme de dire je ne veux pas ce que tu veux pour moi. Voilà. Et c'est toujours très surprenant. Et toute opposition, finalement, bah, va venir perturber nos repères. Et et il y a une apparente contradiction là-dedans. C'est pour ça qu'un enfant, il va toujours venir se confronter à un parent phare. Ça veut dire à un parent qui représente ses valeurs. Voilà. Ça veut dire que le parent qui représente ses valeurs ou le parent qui tient à ses valeurs et qui les affirme, ben, c'est ce parent qui va être plus attaqué. C'est la figure forte en fait. Celui qui monte les cadres et les limites, c'est celui qui tient. Le parent fragile ou le parent carencé, ou ben finalement l'enfant il va le protéger, il va pas s'opposer à lui, il va le préserver, car il ressent finalement que le parent ben, il n'est pas équipé pour faire face à ça. C'est-à-dire, il sent que le parent il est fragile, donc on va pas l'attaquer, on va le protéger. Et ça, on le voit très souvent. Par exemple, un parent qui a tendance à être dépressif ou un parent dépressif, ben, l'enfant il va le protéger, il va s'attaquer au parent le plus fort.
Et encore une fois, il y a peut-être quelque chose qui est difficile à vivre pour le parent qui tient, parce qu'il se dit, mais je tiens, et après tout ce que je fais pour lui, bah, c'est contre moi qui s'oppose. Et alors que peut-être l'autre parent, bah, il est plus préservé. Donc voilà, je ne peux pas développer beaucoup plus ce soir les techniques éducatives, mais euh, réfléchir aussi à ce qui vient entraver ce rôle, finalement. Qu'est-ce qui fait que bah, des fois on n'arrive pas à tenir ce rôle éducatif et à faire ce job comme il faut. C'est en fait quand ce rôle, bah, il est vécu comme une charge insupportable. Ça peut arriver quand c'est trop, qu'on n'a plus la force, qu'on n'a plus envie. Et le premier ressenti, souvent, quand ça va plus, bah, finalement, c'est le sentiment d'être seul face à la tâche. C'est-à-dire le sentiment de solitude face à cette tâche-là. C'est vraiment ce qui revient finalement comme sentiment premier quand la charge mentale elle devient insurmontable. D'ailleurs, ce sentiment de solitude, il a aussi pour origine la charge mentale. C'est-à-dire, on a l'impression d'être seul à faire face à tout. Hein. Et d'où ça vient finalement aussi, quelle est l'origine de ce sentiment de solitude? Bah oui, il y a la charge mentale, il y a aussi le manque de soutien émotionnel. Le manque de soutien émotionnel, bah, ça peut être la mésentente du couple, ça peut être aussi une mauvaise qualité de lien avec la famille. Et à ce moment-là, bah, finalement, on se sent seul avec ses propres émotions et on n'a personne avec qui les partager ou personne pour nous comprendre, pour comprendre ce qu'on ressent. Il y a l'isolement social aussi, beaucoup. Je pense aux mamans solo qui sont beaucoup plus isolées, qui sont beaucoup plus vulnérables. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, plus que ce qu'on pense qui peuvent vivre finalement aussi bien des difficultés économiques qui ont souvent une charge mentale plus importante aussi. Elles manquent de répit finalement. Elles ont pas. C'est elles qui doivent tout assumer les mamans solo. Donc elles sont dans une solitude éducative finalement. Hum. Et, et ce qui vient, les facteurs finalement qui peuvent venir aggraver ou faire apparaître ces difficultés, ça peut être la grossesse. La grossesse, on appelle ça, c'est un moment, il y a un auteur, alors j'ai plus le nom en tête, mais qui appelle ça un moment de transparence psychique. C'est-à-dire c'est un moment où la femme devient beaucoup plus vulnérable, et donc c'est un moment où les choses, où elle a plus les capacités de se défendre psychiquement. Elle tenait jusqu'à maintenant, et puis ça peut être un moment où elle se sent plus vulnérable, où elle est plus vulnérable. C'est pas seulement un sentiment. Ça peut être les suites d'un accouchement, ça peut être le manque de sommeil, l'épuisement. Ça peut être aussi les déclencheurs, ça peut être aussi les difficultés d'un enfant. Que ce soit, voilà, Dieu nous en préserve, une maladie, ça peut être un souci dans sa scolarité, la découverte de difficultés scolaires, ça peut être l'opposition de l'enfant aussi. Quand un enfant s'oppose, on se sent perdu dans ce rôle éducatif, ça vient perturber ses repères. Et je rajouterais aussi que le niveau d'exigence et de perfection que l'on s'impose, et ben, il fait que c'est trop de rigidité, ben, finalement envers soi et les autres. Et parce que quand on, quand on est perfectionniste, on a toujours l'impression que ça ne nous concerne que nous. Mais en fait, il y a notre entourage qui subit aussi notre perfectionnisme. Et ça peut être finalement, ça peut devenir quelque chose d'insupportable. Voilà, pour ceux qui vivent avec le perfectionnisme. Donc une maman qui est trop perfectionniste, ben, ça peut être difficile. Et vous l'avez sûrement entendu, et c'est tellement important de l'intégrer, ça.
le concept que Winnicott a beaucoup développé de la mère suffisamment bonne, la good enough mother, euh, qui finalement, ben, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle est, et c'est déjà suffisamment bon. Et surtout qu'elle fait pas mal exprès. Il n'y a pas de volonté de nuire, il n'y a pas de volonté de faire mal. Et c'est bon, ça pourrait faire aussi une intervention en soi, mais c'est important finalement d'apprendre à être indulgent avec soi-même, et ça permet aussi d'assouplir son rapport éducatif. Sinon, ça peut se répercuter sur l'entourage. Euh, on ne fait pas exprès d'être dans la maîtrise. C'est pas quelque chose, c'est un processus inconscient, hein, la majorité du temps. On ne fait pas exprès de vouloir tout maîtriser. C'est un fonctionnement qui est inconscient. Et cette mère parfaite, finalement, bah, ça peut être, par exemple, la mère omniprésente, omnipotente. Elle veut tout gérer, tout savoir, elle donne des directives, des ordres. Elle peut ne pas laisser intervenir le père aussi, ou elle peut le contredire devant les enfants. Donc ça, c'est la mère qui veut être parfaite. Voilà. Et pourquoi c'est tellement difficile de se décharger, ou de justement de pas être tellement de pas être si présente, si omnipotente, ou de demander de l'aide. Pourquoi c'est quelque chose finalement qui est un processus tellement difficile, ou en tout cas qu'on n'accepte pas facilement de faire. Euh, c'est beaucoup la croyance, qui est une croyance sociale aussi, euh, qui est ben, que si on demande, on est faible. Si on demande, ça veut dire qu'on n'a pas su assumer. C'est-à-dire, si on demande, ben, ça veut dire qu'on est incapable. Et chez nous, surtout chez nous, hein, c'est très fort. On aime paraître fort et se croire fort. Il y a une injonction finalement au devoir de tenir, quelle que soit l'épreuve. C'est-à-dire, nous, on résiste à l'épreuve. Voilà. Et si on demande, ben, c'est un aveu de faiblesse et on le supporte pas. Ça peut être aussi ne pas vouloir inquiéter son entourage, pas vouloir inquiéter ses parents, son conjoint, ses enfants. Donc on dit rien, on demande rien. Voilà, parce que si jamais on dit qu'on a besoin de quelque chose, bah, ça pourrait vouloir dire que ça va pas. Donc on montre pas si ça va pas. Ça peut être aussi ne pas déranger son entourage, les préserver, répondre à leurs besoins, encore une fois. Moi, je suis là pour eux, donc c'est normal. Je fais tout ce qu'il faut, je fais le linge, je fais les courses, je m'occupe du nouveau-né, je me réveille la nuit. Puis bien sûr, ça fait 3 mois, mon congé mat, il est terminé. Donc je retourne au travail aussi, j'assume la charge financière. Donc je réponds aux besoins de tout le monde. Ça peut être aussi le besoin de maîtrise. Si c'est moi qui fais, bah, au moins je sais que ce sera comme il faut. Voilà. Si c'est moi qui fais, bah, ce sera comme je veux que ce soit, il manquera rien. Donc finalement, de faire, c'est moins fatigant que de déléguer. Je fais parce que je sais que ce sera bien. Et l'autre, de toute façon, il va mal faire. S'il fait les courses, ben, il va acheter la mauvaise sauce, il achètera pas assez de carottes alors que j'en voulais plus. Il y aura toujours quelque chose qui va pas. Donc au moins, je le fais et ça roule. Il y a aussi, pourquoi on ne demande pas aussi, il y a aussi beaucoup cette attente que l'autre devine nos besoins. C'est on aimerait que l'autre lise dans nos pensées. On aimerait que l'autre devine tout de nous. Voilà. On aimerait qu'il voit, mais c'est ce fameux, je comprends pas, il voit pas dans quel état je suis. Ça se voit pas, il voit pas ma tête là. Il voit pas. Et finalement, c'est vexant pour la femme que ben, personne ne voit. Ni le mari, ni les enfants, ils ne le voient pas. Donc on attend, il y a cette attente finalement, une attente sourde qui est mais c'est vous qui devez proposer, c'est pas moi qui dois demander de l'aide. C'est à vous de le proposer. C'est un peu, il y a aussi une idée de fierté derrière. Voilà. Mais je pense que l'attente
que l'autre devine nos besoins ou devine nos émotions ou devine nos pensées, c'est quelque chose de très 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 courant et qui est normal finalement, mais ça marche pas comme ça. Pour parler un peu du burn-out parental, alors je voulais quand même en dire quelques mots. Il faut savoir que ça touche davantage les mères, c'est pas une surprise. 63 des mères, 63% des mères. Il faut savoir que le burn-out parental, c'est une dépression. C'est pas un passage de déprime où l'on se sent déprimé 3 jours et on redémarre. C'est pas un jour où on est vraiment KO et puis après on reprend. C'est vraiment une incapacité qui se prolonge pendant longtemps. C'est une maladie en fait. Hein. C'est au même titre que la dépression postpartum. J'insiste sur ce fait parce que souvent quand on a l'impression que c'est un truc psychique, finalement c'est qu'un délire capricieux de la bonne femme. Alors que non, c'est pas dans sa volonté, c'est pas dans sa maîtrise justement. C'est une maladie. En plus dans la dépression postpartum, il y a quelque chose de très pernicieux parce que ça se détecte pas tout de suite. On accepte que finalement qu'une femme enceinte et qu'une femme qui vient d'accoucher soit fatiguée. C'est normal, c'est hormonal, ça va passer, voilà. C'est quelque chose qui est acquis et finalement quand ça dure, c'est là qu'on le détecte. C'est là qu'on le détecte parce que ça devrait aller mieux, mais ça va pas mieux. Et c'est à ce moment-là finalement qu'on décèle plus clairement la souffrance physique et psychique. Et la souffrance psychique, elle n'est pas à dénigrer. Elle est souvent associée à la folie. Et ça aussi, c'est une forte croyance sociale, finalement, parce que c'est psychique, c'est de la folie, donc elle a qu'à se forcer, ou ça ira mieux, mais non, en fait, c'est une vraie maladie, et quand on est malade, on va chez le médecin. Au même titre, quand on sent mal dans sa tête, et on va chez le médecin aussi. Quand on sent mal quand on a mal à la tête ou quand on a mal au ventre, on va chez le médecin. Quand on sent mal dans sa tête, quand on sent mal psychiquement, on va chez le médecin aussi. Et d'ailleurs, la souffrance psychique, elle se vit complètement dans le corps. Hein. C'est pas seulement dans la tête. C'est pas seulement de la c'est pas seulement une sensation, c'est pas seulement des sentiments. Les symptômes physiologiques importants, c'est les insomnies, le manque d'appétit, les angoisses importantes qui prennent beaucoup de place, les douleurs, les migraines, l'hypersensibilité sensorielle, par exemple. Ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose qui est très important aussi quand on supporte plus être touché. Surtout dans un couple. Ça peut être une hypersensibilité sensorielle ou émotionnelle, par exemple plus de pleurs, des pleurs plus fréquents, des colères plus fréquentes, ou au contraire une insensibilité. Ça peut être ce qui arrive souvent, ça peut être aussi l'impression de ne plus rien ressentir pour ces enfants. Ça veut dire le corps, on fait complètement une dissociation entre ce que le corps vit et ce que l'esprit vit. Et on fonctionne de façon automatique, comme un robot, de façon machinale. Mais tout ce qui est du domaine affectif, on a l'impression de plus rien ressentir. Donc voilà, je voulais quand même dire 2 mots là-dessus. Je sais qu'il y a des intervenants qui en ont déjà parlé, mais c'est important de parler de cet aspect finalement pathologique qui peut arriver quand on est face à une dépression qui peut être liée alors c'est pas seulement lié, faut pas non plus croire qu'une dépression arrive seulement face à la charge mentale. C'est-à-dire c'est aussi qu'il y a un terrain fragile depuis longtemps et qu'on a camouflé parce que justement il fallait tenir. Voilà. Mais c'est rarement un facteur unique, même si c'est fragilisant.
Voilà, c'est pas un facteur unique. Tac, tac. Alors, bah, comment s'en sortir? On va essayer de finir par quelque chose de positif, hein, de donner une note d'espoir dans tout ça. Bah, finalement, s'en sortir, c'est accepter qu'on est une mère, mais pas que. On est une mère, mais on est aussi une personne et voilà, qui doit avoir sa vie, qui a ses besoins. Voilà, on fait très attention de répondre aux besoins de l'enfant, mais la mère, elle doit se rendre compte qu'elle doit répondre aussi à ses besoins. C'est une mère qui accepte de ne pas être trop parfaite, voilà, qui accepte ses limites. C'est une mère qui accepte aussi de repenser ses réflexes éducatifs. Ça veut dire on réagit souvent de façon automatique avec ses enfants et sans finalement prendre le temps de penser que mais ces réflexes finalement est-ce qu'ils sont à la bonne place, est-ce que je pourrais pas m'éviter de réagir de cette façon ou cette façon pour gagner en efficacité et en qualité de lien aussi. C'est aussi cloisonner les temps. Ça veut dire avoir des temps consacrés. Ça veut dire il y a un temps pour moi et un temps pour la famille. Ça veut dire, à la limite, sur sa montre, dire de 18h à 20h, je suis disponible pour eux. Voilà. Ou je sais que ça va être la guerre de 18 à 20h. Je sais que ça va être un moment où je vais me sentir débordée. Mais je sais aussi qu'après, eh ben, je pourrai avoir un temps pour me ressourcer. C'est aussi décider d'un temps non négociable. Ça veut dire tous les mardis, de telle heure à telle heure, je suis pas là. Voilà. C'est un temps non négociable. Vous prenez le relais, il y a quelqu'un qui vient, mais voilà, tous les mardis de 20h à 21h, j'ai piscine. C'est le mardi, Yardena? Non, c'est pas le mardi. Faire un pas de côté par rapport à ses croyances aussi, de la mère parfaite, efficace, qui maîtrise toute sa maisonnée. Un petit rappel, encore une fois, la maîtrise, c'est pas quelque chose, c'est un processus souvent inconscient. Et on a besoin d'aide. Souvent, l'aide d'un thérapeute, ça peut être utile pour y voir plus clair. C'est-à-dire dans quel domaine, finalement, je me rends pas compte que je suis dans la maîtrise. Donc finalement, ça touche quel domaine? Et c'est en apprenant son fonctionnement, en les amenant à la conscience, qu'on se rend compte qu'on a ce besoin de maîtrise. On l'a tous, hein, je vous rassure. Mais il y en a d'autres, il y en a chez certains chez qui ça devient envahissant. Encore une fois, se poser afin de faire le clair en ce qui fait partie des choix personnels, finalement, ou du poids du social. Est-ce que je le fais parce que c'est des choses auxquelles je crois, ou je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, ou parce que je le fais de génération en génération, parce que ma mère elle faisait pareil, ou parce que j'habite ou j'adhère à une communauté dans laquelle on se conduit comme ça, et si on dévie, ben on est très mal vu. Voilà, il y a des techniques éducatives aussi qui permettent de faire baisser l'épuisement éducatif. Et c'est souvent voilà, des techniques qui font qu'on a l'impression, ce qui crée l'épuisement aussi éducatif, c'est qu'on a souvent l'impression de devoir toujours répéter les mêmes choses, de devoir dire 10 fois les choses avant que l'enfant les fasse, etc. Donc ça, il y a des techniques, de façons de faire pour éviter cette répétition qui épuise finalement. Euh, Chercher le soutien familial, pas seulement familial, le soutien amical, le soutien associatif, apprendre à décharger, oser exprimer ses limites et ses besoins, surtout au conjoint, demander de l'aide. D'ailleurs, le conjoint, on n'en a pas beaucoup parlé hein, ce soir. Je vais quand même dire un mot sur les pères.
beaucoup parlé de la mère, mais le conjoint, il est où? Le père de l'enfant. Et justement, euh, c'est la mère qui donne du sens au père. C'est la mère qui donne du sens au père. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ben, le père, il n'a d'existence que grâce à la mère. Le père, il a d'existence que grâce à la mère. Ça veut dire quoi? Par exemple, ben, c'est la mère qui vient confirmer ben, que c'est bien cet homme-là, le père de son enfant. Il n'y a que la mère qui le sait. Alors j'exagère, hein, parce que bon, nous on vit pas comme ça. Mais, mais c'est-à-dire c'est la mère qui porte l'enfant et c'est la mère qui sait d'où il vient. Le père, on lui confirme. On lui dit c'est bien toi le papa. Voilà. On lui confirme que c'est bien lui le père. Donc la fonction du père, elle existe par la mère. Donc c'est-à-dire que le père, il a besoin de sentir bah, qu'il est légitime dans son rôle. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est pour vous encourager finalement à demander de l'aide à son conjoint ou en tout cas d'exprimer vos propres besoins. Donc le père a besoin de sentir bah, qu'il est légitime dans son rôle, qu'il a quelque chose à faire dans la naissance de son enfant, qu'il est crédible et utile. Et il a besoin de vous, donc de la mère, pour le lui prouver. Donc c'est la mère qui va lui prouver bah, qu'il a un rôle et qu'il est attendu dans ce rôle-là et qu'on a besoin qu'il assume ce rôle. Bah, vous qui voulez pas le déranger, par exemple, parce que vous osez pas demander, vous voulez pas déranger votre conjoint, il pourrait s'énerver, alors ça, bon, s'il s'énerve ou au contraire, vous montrerez que vous êtes faillible si vous lui demandez. Et finalement, vous n'exprimez pas vos besoins et votre désir de son aide. Bah, il n'osera pas prendre votre place. Il n'osera pas prendre votre place s'il ne connaît pas vos besoins et qu'il ne connaît pas vos désirs. Au contraire, il a besoin que les choses soient très claires et qu'elles soient exprimées très clairement. Ça veut dire, vous devez lui dire que ça vous ferait plaisir qu'il donne le biberon au bébé. Alors, cette idée de il peut pas donner le biberon, j'allaite, vous pouvez toujours allaiter, vous pouvez toujours tirer votre lait, vous pouvez toujours mettre le lait dans un biberon et le papa, il pourra donner votre lait. Donc, je ne saurais que conseiller aux mamans d'introduire la tétine tout de suite du biberon pour être soulagée sur cet aspect. Voilà. C'est pas forcément de votre sein que le bébé a besoin, de votre lait, je veux bien. Mais voilà, si vous pouvez être soulagé ou si vous pouvez donner une place au père de cette façon, pourquoi pas? Mais bon, c'est pas que seulement sur le biberon, ça peut être mille et une choses. En tout cas, qu'ils connaissent vos besoins. Encore une fois, même si c'est votre mari adoré, chéri, que vous aimez, des fois, il peut pas lire dans vos pensées, il peut pas lire dans vos besoins, il peut pas lire dans vos désirs. Vous êtes obligé de les exprimer pour qu'il ait sa place auprès de vous. J'avance, j'ai presque fini, hein, Yardena. Le time out des parents aussi, quelque chose de très important. On parle en guidance parentale de time out pour les enfants, mais je pense que c'est important aussi de parler du time out pour les parents. C'est le break. C'est quand on appuie sur la touche off. Il n'y a plus personne. Voilà. Alors ça ne veut pas dire forcément sortir en claquant la porte, mais ça veut dire s'isoler. Ça veut dire on a le droit de s'isoler à certains moments. Je sais pas, hein, alors des fois, toutes les pièces sont occupées, il vous reste que les toilettes. Bah, allez dans les toilettes 5 minutes. Ça veut dire, vous pouvez avoir ce temps où vous dites, où vous stoppez l'engrenage en fait. Vous stoppez l'engrenage où ça vous dépasse. Par contre, vous dites, je vais m'isoler parce que là, ça va plus. Ça part dans tous les sens. Je reviens dans 5 minutes et je vous dis, voilà, je vais m'isoler et je vous dis pourquoi je m'isole. Hein, et vous le faites, vous allez reprendre votre souffle. Ah, ça, j'ai un nouveau projet pour toi, Yardena. Il y a un concept qui s'appelle, c'est des soirées exclusives pour les femmes, pour les mamans, pas pour les femmes, mais pour les mères. C'est des soirées réservées aux mères qui s'appellent Maman va danser.
qui s'appelle Maman va danser. Et en fait, l'idée, c'est que les mères, elles se ressemblent entre elles, elles se rassemblent entre elles dans une communauté bienveillante, en fait. On est pareil, on vit la même chose, on se comprend, voilà, et on se fait du bien. Voilà, il y a une déconnexion totale. On met la musique à fond. Il y a un exutoire physique et émotionnel. Et de danser, ben, finalement, J'adore. ça permet de libérer le stress accumulé et de retrouver confiance en soi. Magnifique. Voilà. Magnifique. Donc, why not? Euh, en tout cas, j'ai vu que c'est quelque chose qui existait, voilà, et je me suis dit bon, pourquoi pas chez nous. Bref, Excellent. en conclusion, je finis là-dessus. Ben, on a besoin d'être bien avec soi-même pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir s'occuper des autres. Et je crois que c'est un peu la devise de Wellness depuis toujours. C'est de pouvoir être bien pour pouvoir être disponible pour les autres. Et surtout, ne pas rester seul face à la moindre difficulté. Comme on a dit, c'est pas toujours évident de demander de l'aide. C'est pas un processus qui s'assume facilement. Mais c'est une grande marque de courage de pouvoir le faire et que ce soit de s'adresser à sa famille, à son conjoint, à sa famille. Les enfants, épargnez-les un peu. Voilà, ils sont pas obligés d'être au courant de toute votre vie. Mais voilà, les associations, comme Yardena a créé. Et voilà, et les médecins, les thérapeutes, on est là pour ça aussi. Donc voilà. J'aurais tant à dire, des choses que j'ai pas dites, mais voilà, le temps est limité. Merci. Merci infiniment. Waouh, mais d'une richesse. Mhm. Tsipora, c'était tellement agréable de t'écouter. Des conseils tellement précieux, pratiques et vraiment, tu as fait le tour. Merci, Yardena, Magnifique. Merci merci. infiniment. Mhm. Je vais pas te retarder, voilà, vraiment parce qu'il est tard. Voilà, s'il y a une petite question, on peut la prendre pour ne pas, voilà, s'il y a une petite question, mais n'hésitez pas à venir féliciter Tsipora, envoyer un beau message. Merci à vous, chers participants, d'avoir été très nombreux ce soir. Et vraiment, on te remercie chaleureusement. C'était des conseils vraiment waouh. Merci Donc, si à on a une vous. petite question, je veux bien la prendre. Mhm. Voilà, on a des cœurs qui arrivent. Euh, des félicitations. Attendez, pardon. Bah oui, je vous ai pas ouvert les micros, pardon. Euh, alors, tout de suite désactiver tous les sons. Voilà, donc là, vous avez la possibilité de... Merci Chirel, merci Myriam. De réactiver mon micro pour prendre la parole. Si vous avez une question, profitez-en. Ok. Donc c'était très clair et effectivement c'était d'une clarté limpide, agréable, très très agréable. Merci beaucoup, très riche en Avec plus. plaisir, et puis à bientôt. Voilà. Merci pour de votre présence. Merci beaucoup, Tsipora. Et on vous envoie le replay si Et Dieu à veut. toi. Ok, super. On vous Allez, embrasse. bonne Merci continuation de à votre tous. présence. Au revoir. Au revoir.